Alors, dans quel cas décider de réaliser une technique myotensive ou une technique en trust? Dans quelle contre-indication on retrouve dans le trust, par exemple, chez la personne âgée? Alors, les techniques myotensives s'adressent principalement à des patients hyperalgiques, très aigus, en fait, qui vont rencontrer de manière générale des sensibilités à la palpation, qui ont peur, aussi le facteur émotionnel, peur en fait de recevoir des techniques directes ou indirectes lors d'un traitement par manipulation en thérapie manuelle. Donc il faudra porter une attention particulière et on préférera les techniques myotensives ou les techniques à énergie musculaire chez ce type de patients. Bien sûr qu'il y a toutes les contre-indications au trust. On rencontrera essentiellement donc les contre-indications, comme j'appelle absolues, qui sont toutes les maladies systémiques, donc les problèmes d'ostéoporose, les fragilités ligamentaires, osseuses et autres, tous les problèmes vasculaires, donc hémorragiques, les phlébites, les problèmes de coagulation, donc les patients hémophiles, les problèmes de température, donc les patients qui présentent de la fièvre. On évitera donc, en cas d'hyperthermie, de traiter le patient et d'appliquer des techniques en trust qui sont beaucoup trop agressives pour le patient en fait, qui est en train de lutter contre une pathologie beaucoup plus sévère qu'une dysfonction articulaire. On retrouvera également toutes les fragilités locales avec, par exemple, les pathologies vasculaires, les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux, les hématomes sous-duraux, par exemple, tous les problèmes digestifs aigus qu'on rencontre, par exemple, dans les pierrorins, les cholécystites, tous les phénomènes, encore une fois, très aigus au niveau viscéral. On retrouvera aussi tous les traitements des cancers et les cancers eux-mêmes qui vont venir fragiliser la zone et l'aspect général du patient. Donc, on évitera, et c'est même un red flag, un drapeau rouge par rapport à l'application des techniques en trust chez ce type de patient. Il y a tout ce qui est relatif aussi, donc il faut faire attention aux périodes prépubères et alors toutes les personnes âgées, bien évidemment, avec les traitements de corticoïdes ou de chimiothérapie avec ostéopénie et ostéoporose. Voilà donc pour la première question. La seconde, quel bilan et traitement pour une lésion de labrum postérieur de la hanche? Alors, le labrum postérieur de la hanche, un labrum, c'est un petit triangle fibrocartilagineux qu'on retrouve sur la périphérie en fait, de l'acétabulum. Généralement, on rencontre plus souvent dans l'épidémiologie des problématiques de labrum antérieur, de par l'orientation de la tête fémorale, de par la moins bonne vascularisation de cette tête fémorale et les résistances en fait mécaniques plus faibles. On les rencontrera principalement chez l'homme, le jeune homme sportif, et généralement ça se présentera sous forme de douleur inguinale lors de l'activité sportive ou de la position assise. Dans les problèmes de labrum postérieur, on les retrouvera plus chez les personnes accroupies. Donc on retrouve plus de problèmes de labrum postérieur chez les Japonais, par exemple de par la position à prédominance accroupie dans leur quotidien. Donc, le bilan est, donc on va valider et faire un examen clinique pour mettre en évidence un labrum postérieur au niveau de la hanche par un test, le test d'impingement, avec pour mettre en évidence un labrum postérieur, on mettra la coxofémorale en extension et rotation externe, et pour mettre en évidence un labrum antérieur, on mettra la hanche en flexion, ADD et rotation interne. Voilà, généralement, le traitement est plutôt d'origine chirurgicale, mais on préférera, en cas de libération, on va dire mécanique, des techniques en translation au niveau de la tête, soit antérieure ou postérieure, au niveau de la tête fémorale, ou les impactions internes. Voilà donc pour la réponse par rapport au labrum. La suivante, en fait, c'est l'ouverture et la fermeture du bassin apportée par Léopold Busquet dans les chaînes physiologiques musculaires. Est-il possible de clarifier le sujet tant au niveau test que correction? Alors, la physiologie, la biomécanique physiologique du bassin peut se résumer sous trois axes. On a d'abord tous les mouvements en fait antérieurs et postérieurs, donc rotation antérieure, rotation postérieure, et accompagné de ces mouvements de rotation antérieure et postérieure, nous avons l'ouverture et la fermeture. En physiologie articulaire, selon l'orientation des petits et grands bras auriculaires sacro-iliaques, on retrouvera un mouvement d'antériorité des ailes iliaques
et une ouverture, c'est-à-dire une augmentation des distances des crêtes iliaques et un rapprochement au niveau des tubérosités ischiatiques. Et lors de la rotation postérieure de l'iliaque, on retrouvera généralement une fermeture ou un inflare, donc un écartement des tubérosités ischiatiques et un rapprochement des crêtes iliaques. Voilà, par rapport à la mise en évidence, l'examen clinique, ce sera relativement simple. On fera un test de positionnement. Donc, on va venir évaluer la position en fait, des épiniliaques antéro-supérieurs et postéro-supérieurs et on va les observer par rapport à l'axe médian. Donc, par rapport à l'ombilique, par rapport à la face antérieure, on va regarder la distance EIAS ombilique. En cas d'ouverture iliaque, il y aura une augmentation d'un côté par rapport à l'autre. Et bien évidemment, on appréciera les tests de mobilité en rapprochement des crêtes iliaques ou en écartement des crêtes iliaques pour également valider s'il y a bien une restriction de mobilité en ouverture et ou en fermeture. Donc voilà, le traitement en fait se font généralement au lieu de créer un appui lors de la normalisation au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieur ou postérieur en fonction du type de manœuvre. On appuiera la zone d'appui correctrice en cas de normalisation en ouverture ou en fermeture. Ce sera plutôt utilisé sur la crête iliaque avec une position sur un appui avec l'avant-bras, donc plutôt en lombardule. Voilà pour la réponse en fait concernant les ouvertures et les fermetures au niveau du bassin. Question du bassin, chaîne musculaire, c'est possible de clarifier, voilà. On reprend la suite. Le test de Gillet. Y a-t-il normalement qu'un abaissement de l'IPS ou alors un abaissement de l'IPS et du sacrum? Il y a plusieurs questions dans cette question, donc je vais d'abord répondre à la première. Lors de la réalisation du test de Gillet, ce que l'on recherche en fait, c'est un abaissement de l'IPS. Donc tout ça, en fait, c'est l'appréciation de la mobilité de l'EIPS. Alors, un abaissement de l'EIPS et du sacrum, non. En fait, ce qu'on va faire, il y aura évidemment un déplacement du sacrum, mais lors de l'écoute iliaque, les deux doigts sont placés sur la partie inférieure des épines iliaques postéro-supérieures et on apprécie, par exemple, lors de l'élévation du genou droit, la capacité de l'IPS droite à descendre lorsque le genou se lève. Si maintenant on veut tester le sacrum, on va venir en dedans des épines iliaques postéro-supérieures sur les bases sacrées et on va venir mettre en fait un mouvement, on va fixer en fait le sacrum par un appui unipodal et lors de l'élévation, on va tester la capacité du sacrum à partir en arrière et on va tester la mobilité du sacrum. Donc, de par le même test et la même élévation, si on élève le genou à droite et que je mets mon pouce sur l'épine iliaque postéro-supérieure droite et sur la base sacrée à droite, ça me permettra de valider la mobilité à droite du sacrum et de l'épine iliaque postéro-supérieure. Un abaissement de l'IPS et du sacrum. L'un est-il plus important que l'autre? Ça dépend ce que l'on teste. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. C'est deux mouvements de deux os différents. Donc, on appréciera, la mobilité de l'os iliaque, du sacrum par la base sacrée, 3, éventuellement en mettant les mains au niveau des apophyses transverses de L4, L5 pour voir éventuellement une postériorité de L4, L5 via la tension des ligaments ilio-lombaires. Lors de la flexion contralatérale, que signifie l'immobilité du sacrum par rapport à l'UPS testé? Donc, c'est comme j'ai dit précédemment, le fait d'être en appui unipodal donne un point fixe de l'iliaque et permet, donc, de par la charge, l'os iliaque est fixé et permet en fait d'évaluer la mobilité du sacrum. Tandis que lorsqu'on évalue l'iliaque, c'est la jambe avec l'élévation du genou donc, qui est mobile où on appréciera la mobilité de l'os iliaque. Alors, pour la suite, quels sont les tests à faire en cas de dysfonction sacrée révélée par le TFA ou le TFD? Alors, il faut savoir que le test à réaliser pour mettre en évidence une dysfonction sacrée est le TFA. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser les tests de Mitchell, qu'on appelle McMennel et Piedalou,
pour ne pas citer le TFA et le TFD. Je vais reprendre la terminologie de la question. On va d'abord réaliser le TFD, donc le patient debout, une flexion qui va donner par exemple une balistique à droite. À partir du moment où le patient va se pencher en flexion et que j'ai une balistique à droite, je vais faire le même test en assis, ce qu'on appelle le TFA, qui mettra plutôt en évidence une dysfonction sacro-iliaque et pas iliosacrée, donc plutôt le sacrum en assis. On va réaliser le même test en assis et la balistique sera présente du même côté et de manière plus importante. À partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons une dysfonction sacrée. Ensuite, il faudra positionner ces index au niveau de S1, dans la partie interne des épines iliaques postéro-supérieures, sur les bases sacrées, donc au niveau de S1, et les pouces au niveau de S4, au niveau des angles inférolatéraux du sacrum, afin d'apprécier la position, la postériorité ou le rebond, et de réaliser un test de mobilité en fonction de l'inspiration et de l'expiration, qui amènera en fait le sacrum à se verticaliser ou à s'horizontaliser, ce qui nous donnera en fait la mobilité et ou les restrictions de mobilité du sacrum avec la mise en évidence dans le TFA de la latéralité qui était dysfonctionnelle au niveau du sacrum. Quels sont les tests pour diagnostiquer une ouverture, une fermeture iliaque? J'ai répondu précédemment sur les chaînes musculaires de Busquet. Donc, on appréciera le test des positionnements de l'ombilic par rapport aux épines iliaques antéro-supérieures. C'est un test de positionnement, on appréciera la distance de chaque côté en comparatif. Si on a un iliaque en ouverture, on aura une augmentation de la distance ombilique et IAS. Alors, ce n'est pas évidemment la seule façon. Il faudra réaliser également un test de mobilité en mobilisant soit iliaque en antériorité et postériorité, comme on sait que l'antériorité s'accompagne d'une ouverture et la postériorité d'une fermeture. On pourra également comprimer les deux ailes iliaques par les crêtes iliaques pour créer un mouvement de fermeture, pour voir éventuellement s'il y a une restriction de mobilité en fermeture et les compressions au niveau des ischions, des tubérosités ischiatiques pour apprécier une éventuelle dysfonction en ouverture. Quels sont les signes cliniques d'une articulation coxo-fémorale en antériorité et en infériorité et en postériorité et en supériorité? Alors, lorsque la tête fémorale est en antériorité, on aura des problèmes, des restrictions de mobilité en flexion-rotation interne, et quand elle sera postérieure, on aura des restrictions de mobilité en extension-rotation externe. Ça, c'est principalement les signes cliniques qu'on retrouvera lors des tests de mobilité et lors du positionnement du patient. Il y a également la dysfonction, en fait, en interne, donc antérieur, postérieur et interne, qui là, ce sera une diminution de la flexion comme signe clinique dans les tests de mobilité.